Commençons cette émission par la guerre en Iran. Semaine qui marque un tournant puisque Donald Trump et son administration ont annoncé la fin de la soi-disant mission offensive Epic Fury. Le président américain qui annonçait également des négociations qui sont en cours et pourraient aboutir à un véritable cessez-le-feu, puisque feu il y a encore dans le détroit d'Ormuz, vous le voyez à l'image en bas à droite, des pétroliers et des navires iraniens. 2 navires iraniens ont été frappés selon l'administration de Trump. Donald Trump que vous voyez en haut à droite, qui prenait la parole il y a quelques instants depuis la Maison-Blanche. Il a organisé un déjeuner pour la fête des mères. Il a pris la parole pendant 20 minutes. Le monde avait les yeux rivés sur cette prise de parole et cette allocution. Pas un mot sur la guerre en Iran. La question qu'on se pose, Philippe Duvillier, va-t-on vers la paix négociée ou la guerre totale ? Et vous avez souvent dans cette émission parlé de guerre asymétrique, et on entend souvent ça, mais sans véritablement le définir. Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe ? La guerre asymétrique, c'est la guerre du pauvre. C'est la dissuasion du faible au fort, sans nucléaire. La guerre asymétrique, ça commence par la guerre asymétrique du temps. L'asymétrie du temps. Les Iraniens ne sont pas pressés. C'est une civilisation qui a 4000 ans. Les Américains sont pressés. Ils ont des échéances. La première échéance qui préoccupe le président des États-Unis, c'est la rencontre avec le président chinois, dans quelques jours. Il y a l'échéance de l'anniversaire des États-Unis. Il vaudrait mieux que la guerre soit finie. Il y a évidemment les mid-terms. Alors on a beau nous expliquer, il s'en fout. Ce qui compte pour lui, c'est de marquer l'histoire. Je pense qu'il a quand même ça à l'arrière-plan de sa réflexion. Donc en fait, l'asymétrie du temps, quand vous avez tout votre temps et que l'adversaire a peu de temps, c'est déjà une arme dont vous pouvez jouer, l'arme du temps. Et d'ailleurs, si on fait un petit retour en arrière, pour l'instant, on peut dire que la coalition israélo-américaine a gagné la première étape, c'est-à-dire le carpet bombing, tapis de bombe. Mais après, il y a une deuxième bataille, c'est la bataille du temps, la bataille de l'usure. Et c'est plutôt les Iraniens qui sont en train de gagner, comme je vais le démontrer dans quelques instants. Donc l'arme du temps. La deuxième arme, c'est ce que les polémologues appellent l'arme de l'hydre. L'hydre, c'est un serpent d'eau qui repousse avec plusieurs tentacules, plusieurs têtes. Et c'est le système de défense iranien, ce qu'on appelle la défense mosaïque. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 31 provinces, 31 commandements, indépendants les uns des autres, avec leurs shaheds, leurs vedettes, etc. Et on n'en finit pas quand on croit en avoir fini, parce qu'on en a fini en décapitant la tête, mais la tête, elle repousse. Donc c'est très très difficile de se battre contre un ennemi à multitête. La troisième arme, vieille comme le monde et comme l'Ancien Testament, c'est le lance-pierre. C'est David qui tue Goliath avec un lance-pierre. Pourtant, Goliath est beaucoup plus fort que David. Et donc là, le lance-pierre, confectionné par 230 000 ingénieurs, parce qu'en Iran, on oublie de le dire, il y a 230 000 ingénieurs, donc ils ont eu le temps de réfléchir et d'inventer des armes qui sont les armes du pauvre. En l'occurrence, le Shahed, c'est-à-dire le drone. Le drone qui est très difficile à détecter, très difficile à intercepter. Donc c'est vraiment l'arme du faible contre le fort. Mais avec l'arme du faible contre le fort, on use le fort. Et puis, on a tout le temps pour lui permettre d'épuiser ses stocks. Ce qui est peut-être le cas en ce moment. Ensuite, il y a une autre arme. Je vais du faible au fort, du plus faible au plus fort. L'arme de la prise d'otage, à laquelle les Américains n'avaient sans doute pas pensé.
la prise d'otage des pays du Golfe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la prise d'otage de l'économie mondiale. Au point qu'aujourd'hui, on a des dissensions entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ça se complique. L'Orient compliqué dont parlait De Gaulle. Je suis parti en Orient, dans cet Orient compliqué avec des idées simples. On part avec des idées simples, mais on revient avec des idées compliquées. Et enfin, et surtout, le fameux détroit d'Ormuz. On pourrait parler non pas d'enlisement, comme au Vietnam, mais d'ensablement. Et en fait, ce qui me frappe, je vais vous dire, quand j'écoute les commentateurs et que je regarde les officiers de plateau, tous disent la guerre a changé d'objectif. Au début, c'était le régime change, changement de régime. Ensuite, c'était le nucléaire. Et maintenant, c'est Hormuz. Et moi, je pense que les Iraniens eux-mêmes ont petit à petit conçu l'idée, de manière expérimentale, qu'ils avaient à leur disposition une arme pour le futur et que cette arme, ils ne vont pas la lâcher. C'est-à-dire qu'ils sont prêts peut-être à lâcher sur les 440 kilos d'uranium enrichi, mais Hormuz, non. Parce qu'en fait, c'est le détroit le plus important du monde par rapport à l'économie occidentale. Et donc, en fait, le fin du fin pour un faible dans une guerre contre un fort, voire un très fort, contre une hyperpuissance, c'est de fabriquer des alliés. C'est qui les alliés ? C'est l'étudiant anglais qui est à Harvard et qui se dit « je ne vais pas pouvoir revenir chez moi à Londres en juillet parce qu'il n'y a plus de kérosène ». C'est l'infirmière libérale des herbiers qui est obligée de rester chez elle un jour sur deux parce qu'il n'y a plus d'essence. En tout cas, l'essence est trop chère pour elle. C'est le paysan de la Pampa qui ne peut plus utiliser ses semences, ses engrais, parce que tout ça, ça vient du détroit d'Ormuz. C'est le fabricant de smartphones qui a plus accès à l'hélium, etc., etc., etc. En d'autres termes, ce qui s'est passé, c'est que au cours des premières 48 heures, le monde entier a dit chapeau l'artiste. Retour du Venezuela, Maduro, opération Maduro bis. Il a décapité le régime iranien. Et puis après, depuis, on se dit, d'accord, mais il y a un problème d'essence à la pompe, il y a un problème d'engrais, il y a un problème d'hélium, etc., etc., etc. Et donc, ce qu'ont fait les Iraniens, ils ont transformé l'artère jugulaire d'Ormuz en nœud coulant. Philippe de Villiers, dans l'actualité cette semaine, c'est l'histoire sans fin et ses violences urbaines après la victoire du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Policiers blessés, mobilier incendié, des Français honnêtes également agressés dans leur véhicule. Du moins, leur véhicule a été saccagé. On dénombre 127 interpellations pour une centaine de gardés à vue. Et dans l'image, c'est celle de l'exposition de Yann Arthus Bertrand sur le vivre ensemble. Là aussi, saccagé dans la nuit de mercredi à jeudi, place de la Concorde. Il a lui-même fait une petite vidéo pour expliquer ce qui s'était passé. Regardez. Voilà comment je découvre une exposition sur la place de la Concorde, sur le vivre ensemble ce matin. Manifestement, les supporters du PSG ont adoré l'exposition. Donc je lance un appel à tous les gens qui aiment le foot, tous les gens qui pensent que vivre ensemble c'est important, tous les gens qui aiment la photographie, tous les gens qui ont aimé cette exposition, de donner un petit coup de main ce matin parce que c'est un peu compliqué à remonter, que l'exposition soit remise en état. Les photos seront un petit peu abîmées, mais le sens restera. Voilà, si vous avez envie de me donner un petit coup de main, vous êtes le bienvenu. Place de la Concorde, on est là, on vous attend. Et on va continuer l'exposition et continuer à croire au vivre ensemble, plus que jamais. Je vous embrasse tous, je vous aime. Et je vous attends si vous avez envie de venir. Voilà. Merci. Le jeune. Alors, on va continuer à croire au vivre ensemble. La préfecture parle de débordement. Pour vous, Philippe, que veulent dire ces images ? C'est extraordinaire parce que
Yann Arthus Bertrand, c'est quand même un homme de la gauche caviar. Et il fait partie de ces grands bourgeois de la Macronie qui parlent du vivre ensemble, qui voient le vivre ensemble détruit sous leurs yeux avec leurs œuvres et qui continuent à parler du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très inquiétant. Ça veut dire qu'ils sont imperméables à l'expérience. Mais en fait, si vous me permettez, Elliot Geoffroy, de prendre de la hauteur sur votre question, j'ai écouté chez Laurence Ferrari, avant-hier matin, Laurent Nunez. Et je me suis dit, au fond, il est très représentatif. Pourquoi ? Parce que il me rappelle la phrase de Bossuet, que vous connaissez tous, mais je la répète parce qu'elle est admirable. Dieu se moque de ceux qui déplorent les maux dont ils chérissent les causes. Et donc, en fait, il a abordé 3 sujets, Laurent Nunez, et sur les 3 sujets, il a parlé des conséquences. Il aborde le sujet des teufeurs, et il dit qu'il faut réprimer, il faut sanctionner. Bon. Mais il ne se pose pas la question qu'on devrait se poser. D'où vient cette jeunesse décérébrée, déculturée, désarticulée ? La cause, on la connaît, mais personne ne veut la dire dans le milieu politique. C'est l'écroulement des murs porteurs. Ensuite, il parle de la drogue. Et il dit on va doubler l'amende pour les drogués. Mais il ne parle pas de la drogue. Il ne parle pas de la marchandise. Si on rétablissait la frontière, on n'aurait pas toute la drogue qui vient d'Amsterdam. C'est ça la cause. En d'autres termes, il y a des consommateurs, mais il y a des producteurs, il y a des transporteurs, il y a des importateurs. C'est là qu'il faut frapper. Donc on frappe la conséquence, on ne frappe pas la cause. Et j'arrive à votre question. La question des débordements. Ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et débordement, ça veut dire quoi ? J'ai regardé la dépêche AFP. Débordement de joie. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est le lit qui déborde. Bon. En fait, il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas des débordements qu'on a vus. Il suffit de voir les images. C'est une guérilla urbaine. Et donc, il faut chercher la cause. Et la cause, c'est évidemment la faillite du vivre ensemble, c'est-à-dire d'une politique qui, depuis 40 ans, 50 ans, nous coûte 200 milliards d'euros avec la politique de la ville, qui est un échec total, flagrant, sur lequel personne ne veut revenir. Parce que c'est ça qu'on a vu mercredi soir. Ensuite, la classe dirigeante ne veut pas regarder l'évidence. Elle ne veut pas qu'on dise la vérité. La vérité, c'est qu'on a changé de société. Par rapport à ma jeunesse, par rapport à mon enfance, je me souviens à l'arrivée sur les Champs-Élysées de l'AS Saint-Étienne, après la finale de Glasgow. Il n'y avait pas de problème de gendarmerie, de police. Ils sont entrés comme ça, en 2 chevaux, dans l'Élysée. Aucun problème. C'était une autre époque. C'était une époque où il y avait des codes, où il y avait des capillarités, des tissus conjonctifs, des voisinages affectifs. On est passé de cette époque-là, de cette société-là, qui était une société homogène, à une société tribale, multifracturée, multiconflictuelle, une société de pré-guerre civile. Et ce que ne veut pas voir la classe dirigeante, c'est pire. Elle ne veut pas faire le lien, et d'ailleurs personne ne l'a fait depuis mercredi. Je vais être le premier. Parce que c'est trop dangereux. Alors allons-y. Elle ne veut pas faire le lien entre ces violences, ces émeutes, ces meutes et une politique migratoire massive depuis 50 ans
qui nous a mis dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un territoire, le territoire de France, qui est désormais l'apanage des bandes, des hordes, des racailles et du barbaricum. Autre image cette semaine, et vous l'avez un tout petit peu abordé, et ce sont les médias qui, tout le week-end, ont parlé de free party, de rave party, alors qu'on était face à un rassemblement illégal, rave party illégal, et dans le même temps, vous vouliez joindre l'image de la rave party illégale à celle à gauche du canon français, qui est visiblement le banquet le plus détesté désormais de l'extrême gauche. Je vais vous proposer le témoignage du cofondateur du canon français, qu'on a reçu sur Europe 1 ce vendredi entre 11h et 30 et 13h, qui nous a rappelé, mais on ne va pas l'entendre là, que les fournisseurs, certains des fournisseurs, par exemple du canon français, sont désormais menacés et attaqués notamment sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter le cofondateur du canon français. On est un peu fatigué et puis en fait scandalisé, outré de cette campagne de harcèlement qu'on subit depuis plusieurs mois maintenant. Là en ce moment ils s'en prennent en fait à nos fournisseurs. Là ce matin c'était un boulanger qui a reçu une ribambelle de menaces extrêmement graves sur son gagne-pain en fait, tout simplement. Des artistes aussi, nos artistes aussi se font menacer. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, que nous dit cette différence d'appréciation entre le canon français et la fameuse free party sur ces deux manières, disons, très différentes d'éprouver l'art de vivre à la française? Vous avez raison de faire la comparaison parce qu'elle s'impose, puisque c'est dans la même semaine. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? D'abord qu'il y a deux sortes de fêtes en France aujourd'hui. Je dirais deux Frances de la fête. Il y a la France des terroirs et des chansons à boire, et la France de l'homo festivus qui divague sur terrain vague. Mais il faut aller plus loin. Il y a deux manières de juger la fête. Et vous venez d'y faire allusion. Il y a la France des terroirs qui subit un double anathème. D'abord, la gauche militante qui a bien regardé sur les tables, autour des tables, et qui retient, comme un juge d'instruction, retient un faisceau d'indices. Et dans le faisceau d'indices, il y a quoi? Il y a la baguette, le béret, les nappes à petits carreaux, et puis l'accordéon. Et puis il chante Michel Sardou, le lac de Connemara. Moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, ils sont à la recherche de racines de remplacement. Parce qu'ils vont chercher des racines celtiques. Ils se prennent un moment, pendant qu'ils chantent pour O'Connor, pour O'Connelly, etc. Ils ne connaissent pas l'Irlande, mais ils n'ont plus de racines, les Français. Et donc, ils cherchent des racines de substitution. Donc, ils font les canons français où ils viennent au plus du fou. La recherche des racines. Alors, la gauche militante ne supporte pas les petites nappes, l'accordéon, Michel Sardou, etc. Et puis, tout à coup, arrive le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui, lui, retient le cochon, le saucisson et le vin rouge. Les premiers, la gauche militante, disent le danger, ce sont les franchouillards. Et lui, il dit ce sont les islamophobes. Parce que si on le pousse un peu, il vous dira le fond de sa pensée, à savoir que pour lui, un dhimmi qui mange du cochon, c'est un cousin germain de Charles Martel dont on sait très bien qu'il mangeait du saucisson de Poitiers, des rillettes du Mans et qu'il buvait le muscadet des marguilliers de la Fouassière. Tout le monde sait ça. Bien.
Alors, en fait, on est devant une situation extraordinaire. C'est que, dans le même temps, c'est la grande tolérance pour le Teknival. Alors moi, j'ai vu les images, vu et revu les images du Teknival de Bourges. J'ai vu ce melting pot difforme et monstrueux. J'ai vu ce déversoir de vomissures sonores. Et j'en avais les larmes aux yeux en pensant à toute cette jeunesse qui vit dans le décervellement, dans l'assourdissement, dans l'étourdissement, dans l'abêtissement. On se serait cru revenu au temps de l'acoustique beuglante de l'homme des cavernes, sous les traits d'un anthropoïde qui se pourlèche et qui laisse échapper des grognements douteux depuis l'intestin grêle. J'en avais les larmes aux yeux. Pauvre jeunesse. Quelle société! Quelle société! La société française qui a institué comme norme suprême le nihilisme. Pauvre jeunesse, la jeunesse française, qu'on a privée de ses idéaux, qu'on a privée de ses repères, qu'on a privée de ses patries charnelles et spirituelles. Et vous voyez, moi j'ai pensé à la lettre de Saint-Exupéry au général X, quand il dit « Le grand problème de par le monde, c'est de rendre à tous les humains leur signification spirituelle, leur rendre leur inquiétude spirituelle. » Et il ajoute, c'est ce que j'ai pensé en regardant ces images de Bourges, quand on écoute un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux mondes, entre le canon français et la rêve partie illégale, donc le week-end dernier du côté de Bourges. Parlons à présent, Philippe de Villiers, mais dans la continuité de la gastronomie française. L'actualité des 2 dernières semaines a été marquée par plusieurs informations qui ont provoqué ce cri d'alarme du chef étoilé Thierry Marx, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il a déclaré « La gastronomie française est en danger de mort ». Et il est revenu sur la polémique autour de Master Poulet qui s'installe sur le cadavre de la restauration traditionnelle. C'est Thierry Marx qui le dit, je vous propose de l'écouter d'ailleurs. Quand un restaurateur en restauration assise qui paye des salaires, qui paye des charges, qui paye des loyers, qui paye des taxes, quand il fait un menu à 22 €, oui, il lui reste 40 centimes. Quand vous développez 60 restaurants de ce type, Crousty Poulet ou autres, vous avez des revenus qui sont bien supérieurs. À un moment donné, le restaurateur qui faisait du fait maison lâche prise. Et aujourd'hui, sur ce lâcher prise, eh bien finalement, s'installe une autre restauration. La nature n'aime pas le vide. C'est parce que c'est trop dur. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous ne vous en sortez pas. Geoffroy. Cher Philippe, avez-vous le même sentiment que Thierry Marx? Oui. Et il a très bien dit les choses. Master Poulet s'installe sur le cadavre de la restauration traditionnelle. À Pâques, pour aller à Fontcombault, j'ai traversé une grande partie de la France, l'écharpe du désert. Et dans tous les villages que je traversais, La Roche-Posay, Bressuire, les restaurants fermés. En fait, on avait 200 000 restaurants traditionnels, on n'a plus que 100 000. C'est une tragédie. Et en fait, dans la même semaine, il y a eu 3 faits majeurs qui sont passés inaperçus. Le premier, donc, c'est la déclaration de M. Marx, qui est quand même un chef étoilé représentatif, c'est le président des métiers de l'hôtellerie. Ensuite, il y a eu les paysans français qui ont eu connaissance d'un codicille scandaleux. Le Point a fait d'ailleurs un très bon article là-dessus. Sur la vision ultime du Mercosur, le Mercosur qui accorde désormais
tout le marché européen de la viande un géant brésilien. Exactement. Donc ça veut dire la viande aux hormones arrive. Pendant que la viande, la volaille, traitée aux activateurs de croissance, arrive d'Ukraine. Et puis enfin, il y a eu une décision de la Commission de requalifier des OGM, des nouveaux OGM, des nouvelles formes d'OGM, avec des brevets pour les grandes entreprises de l'agrochimie. Pauvres paysans français, qu'est-ce qu'il leur reste? Eux qui sont si proches de la nature. Et en fait, en voyant tout ça, j'ai pensé à Brillat-Savarin, que je connais bien parce que j'ai inauguré avec Charles Millon, mon ami Charles Millon, maire de Belay à l'époque, député de Belay, la fondation Brillat-Savarin. Brillat-Savarin disait « La cuisine d'un peuple est le témoin exact de sa civilisation ». C'est-à-dire, on avait une grande cuisine, on avait un art de la table recherché dans le monde entier, on avait une grande civilisation. Et c'est Brillat-Savarin qui a défini l'identité culinaire de la France quand il dit « Dans tous les autres pays, on mange, en France, on goûte le goût français ». Et il disait « Les animaux se repaissent, les hommes mangent, l'homme d'esprit, lui, sait manger ». D'ailleurs, j'ai pensé à vous, Elliot, parce qu'il avait aussi un mot remarquable qui disait un dessert sans fromage, c'est comme une belle à qui il manque un œil. Voilà. Et donc, je prends des images qui peuvent toucher mon public sur ce plateau. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en fait, pendant longtemps, l'art culinaire à la française, la gastronomie française était un moyen de gouvernement. La preuve, Talleyrand, il va voir Louis XVIII et il lui dit, il part au congrès de Vienne, 1814-1815. Il n'a pas d'argument, la France est vaincue. Sauf qu'il explique au roi, qui n'en croit pas ses yeux, j'ai peut-être de quoi rétablir le prestige de la France grâce à l'art de la cuisine. C'est un amphitryon réputé, comme on dit à l'époque. Et il va réussir à compenser l'humiliation militaire par le triomphe culinaire français, c'est-à-dire qu'il amène avec lui des cuisiniers, des restaurateurs, les grands noms, et il séduit avec les grands vins, il séduit tout le congrès de Vienne et il obtient tout ce qu'il veut. Après avoir dit à Louis XVIII, « Sire, vous voulez me donner des instructions, ce ne sont pas des instructions, je veux, ce sont des casseroles. » Voilà. Et donc, en fait, il faut savoir que le restaurant, c'est une invention française. Avant le restaurant, le privilège de la gastronomie était réservé à l'opulence. Et depuis le restaurant à la française, c'est tout le public, c'est tout le peuple qui peut manger au restaurant et donc goûter à ce qu'on appelle la gastronomie française. Il y avait un dicton quand j'étais petit, qui n'était pas de Saint-Aignan. Pour une fois. qui était de mon instituteur, qui disait « Il n'est de bon bec que de France ». C'est magnifique. Juste une chose, lorsque vous avez fait référence au dessert et au fromage, vous trouvez que je suis un peu serré dans mon costume? Non, c'est parce que c'est à cause... vous parlez toujours des belles, etc.